Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre mini-série consacrée aux grands oublis de la quête. La Chartreuse termine au Rhum, la Barclay française, une course impossible ou presque. Depuis sa création, seuls 6 coureurs en sont venus à bout. Durant 4 ans, j'ai suivi 9 postulants, jusqu'à raconter leurs histoires. Au détour des sentiers, j'ai croisé nombre de passionnés, d'animateurs de la course, discrets, secrets, sans toujours prendre le temps de partager leur chemin. Choisir, c'est renoncer, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous propose de retrouver Nicolas, François, Nicolas et Sébastien, de vous laisser porter par leurs réponses, sans une question, brute, au-delà de la quête. Je m'appelle Nicolas, je suis habitant de Saint-Pierre-de-Chartreuse, originaire du Massif. J'ai passé beaucoup de temps ici, mais aussi beaucoup à l'étranger. Revenu ici en 2006, et pendant 18 ans, j'ai travaillé pour les moines chartreux. Et c'est ce qui donne un petit goût un peu particulier, un goût avec 130 plantes, effectivement, mais aussi un attachement très fort finalement à ce territoire, à cette valorisation. Et aujourd'hui, je travaille pour Red Light, aux côtés de Benoît Laval. Et j'ai rejoint la passion du trail au job du trail. Très heureux, et puis papa d'une jeune fille de 14 ans et marié, et très heureux en Chartreuse. J'ai toujours été sportif, mais sportif touche à tout. Vraiment, tous les sports de montagne, ayant grandi ici, on fait du ski, mais on peut pas en faire toute l'année. On fait de la rando, on fait de l'escalade, on fait du ski alpinisme, on fait de la via ferrata. Je suis vraiment un touche-à-tout et finalement un peu moyen de partout et pas excellent nulle part. Et finalement autour du trail, l'idée c'était un peu la même chose. J'adorais aller plus vite sur les chemins. Donc en fait, dès l'âge de 15 ans, plutôt courir dans les descentes, un peu courir dans les montées. Et le trail, j'ai vraiment découvert avec l'arrivée et l'installation de Red Light ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse, où en fait j'ai eu plaisir à accompagner Benoît sur la découverte du massif ici, sur du balisage et puis les premières courses de trail où on s'est dit que c'était un super faire-valoir pour le territoire, de présenter un peu le territoire autrement, les chemins, de pouvoir les entretenir, d'aller à des endroits où les gens n'allaient plus. Donc vraiment cette notion du patrimoine et de cette valorisation touristique, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Un territoire à la fois méconnu, mais qui a une notoriété, qui est beaucoup moins accessible, moins ouvert que peut l'être nos territoires voisins comme le Vercors. Et donc il se mérite un petit peu. Il est connu et reconnu pour le monastère de la Grande Chartreuse, où vivent encore aujourd'hui une trentaine de moines, et malgré tout, quand on parle à des gens qui habitent à Grenoble, à Lyon, etc., ouais, la Chartreuse, non, ils y sont pas nécessairement allés. Donc on a ce côté un peu mystique et mystérieux, et donc moi j'adore lever le voile là-dessus et apporter finalement une touche historique, culturelle autour de ce territoire, et de le rendre accessible. Accessible, c'est-à-dire en termes à la fois de déplacement, mais surtout en termes de choses que l'on raconte sur ce qui s'y passe, sur démystifier et rendre finalement assez humain un territoire qui a été effectivement forgé par les moines, mais c'est surtout avec des habitants qui sont là depuis longtemps, des activités économiques, et finalement c'est ce microcosme que j'aime bien valoriser. Ça représente vraiment l'idée d'avoir un lieu hautement symbolique, d'utiliser du latin. On fait un petit parallèle avec le monastère de la Grande Chartreuse, où le latin est une langue vivante au sein du monastère. Et donc de pouvoir jouer finalement sur cette notoriété, jouer aussi sur ce silence, jouer sur cette discrétion, et à la fois faire rayonner quelque chose qui nous dépasse aujourd'hui, puisque on a des gens qui viennent de très loin pour participer justement à cette épreuve,
et puis d'avoir une épreuve, la Chartreuse Terminorum, qui finalement qui résonne bien avec le territoire, avec des lieux insolites, des lieux qui ont été célèbres et connus, et puis qui aujourd'hui le sont un peu moins. Et finalement, on s'amuse à faire passer aussi les concurrents dans des endroits un peu insolites et de leur raconter les histoires qui vont avec. Et ça serait plutôt mon rôle aujourd'hui. Je devance une petite question dans ce petit groupe, donc dans ce triumvirat où on en est 4. Mon rôle, c'était vraiment d'être ce passeur d'histoire, celui qui va essayer de raconter des histoires vraies ou pas, ça c'est à chacun d'imaginer, autour des différents lieux que les participants vont arpenter, d'écrire le roadbook. Ça aussi c'est un joli plaisir, de mixer de l'information à la fois indispensable pour pouvoir se repérer et trouver le bon livre, et à la fois donner de l'information touristique, culturelle, qui n'est pas nécessairement utile à la recherche des livres, mais qui est extrêmement utile dans finalement l'histoire globale que l'on raconte. Alors la plus insolite, on a eu cette chance d'accueillir sur les premières éditions à 2 reprises Lazarus Lake, donc le fondateur de la Barclay, dont on est la petite sœur en fait, et en étant adoubé par le fondateur, d'avoir eu cette chance d'aller cacher des livres avec lui, pour qu'il m'apprenne la facilité et la difficulté. C'est-à-dire que c'est un savant mélange entre le livre doit être dur à trouver, mais il doit être logique. On doit y perdre du temps, mais pas trop. Et ça, c'était vraiment des moments assez exceptionnels, d'aller cacher les livres et me dire non, c'est pas là où il faut le mettre, et puis là, faut donner un peu de difficulté, et surtout au premier. Parce que c'est le premier qui doit un peu plus s'en baver, parce que les suivants, des fois, ils suivent, ils savent où il est, donc ils ont même pas de difficulté, on leur arrache presque les pages. Et donc, dans les petites anecdotes, on est allé à un endroit caché entre une diagonale entre 3 beaux arbres, et Laz me dit regarde ce qu'on va pouvoir mettre. Donc il fait un petit trou dans les feuilles. On cache le livre qui est scellé dans une pochette plastique pour qu'il se détériore pas. On remet des feuilles par-dessus, et lui, il vient cacher un petit squelette une mâchoire de cerf qui était là. Donc effectivement, le premier qui a eu cette joie de creuser parce qu'il avait fait la triangulation des 3 arbres, ouais, je pense qu'il a eu un petit moment d'émotion. Ouais. Une année, on a eu un petit stress, notamment quand dans le roadbook on indiquait à droite d'un arbre ou à gauche d'un arbre, parce que nous on fait pas toujours les repérages dans le même sens. Donc des fois on arrive en sens anti-horaire ou dans sens horaire. Donc maintenant on essaye plutôt de marquer à l'est ou à l'ouest. On se trompe un peu moins facilement avec ça. Et donc quelques heures avant le départ, on a fait corriger tous les roadbooks pour dire que le livre était à droite ou à gauche. Et voilà, ça fait partie des petites anecdotes qui mettent un petit coup de stress, alors surtout aux participants. Nous, un peu moins, ils perdront un peu plus de temps. Et puis, qu'est-ce que je modifierais dans l'écriture, pas grand-chose, parce que je trouve qu'aujourd'hui on a trouvé un bel équilibre, et c'est aussi plaisant à lire les roadbooks. Les concurrents disent surtout après, parce que sur le moment ils sont plutôt avec un stabilo, et c'est un petit conseil qu'on peut donner: n'oubliez pas le stabilo pour garder surtout les informations essentielles à votre repérage. Mais maintenant on glisse quelques petites subtilités au milieu du texte, bien avant certains livres. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses qui font que la course est peut-être un peu plus difficile que simplement un roadbook juste avec les informations classiques. Le livre est à tel endroit, 200 mètres après le col, et point à la ligne. Voilà. Alors, il y a pour moi, il y a une espèce de fraternité. Du coup, c'est un peu comme une confrérie où il y a un joli dialogue entre les concurrents et le triumvirat, où chacun à la fois est dans son rôle, mais on est presque... c'est une douce complicité où nous, on essaye que la course ne soit pas réalisable, ou en tout cas vraiment juste à la limite,
et les concurrents font tout année après année pour que justement ils y arrivent. Et donc l'idée c'est que on soit pour nous le plus proche de l'atteindre, mais qu'on n'y arrive pas, et que pour les concurrents, justement, ça soit ils flirtent avec cette réalisation que pour quelques minutes ou pour quelques heures, et qu'ils disent ouais effectivement ça se joue à pas grand chose, cet alignement de planètes qui est absolument indispensable entre le parcours, la connaissance, la météo, l'horaire de départ, les livres qu'on trouve facilement, la petite équipe qu'on arrive à courir. Et c'est pour ça que, en tout cas moi je trouve que ce qui est beau dans cette course, pour gérer à la fois d'autres courses, pour en voir énormément, c'est qu'il y a un esprit différent. Il y a un esprit où les concurrents ne sont pas concurrents, mais ils sont plutôt une équipe. Et donc la réussite, elle se fait pas tout seul. C'est pas tout seul qu'on part sur le chemin. Même pour les meilleurs, même pour ceux qui ont déjà fini, ils le disent. Si j'avais pas été accompagné sur mes premiers tours, si j'avais pas su où étaient les livres, ou si on m'avait pas expliqué certains éléments. Donc il y a vraiment cette notion un peu d'une communauté. Et là encore un petit parallèle avec le territoire qui occupe justement cette Chartreuse Termine-Rome. Et donner une fois de plus raison à Benoît, comme quoi c'était faisable, parce que même nous on en doutait, et donc ça a montré que c'était réalisable à condition de venir, de s'entraîner, de performer, d'être ultra à l'aise sur les distances, sur le sommeil, enfin de consacrer, comme l'a fait Mick, de consacrer finalement, je dirais pas sa vie, mais un moment de sa vie justement à tout ça, pour que forcer un peu les planètes à s'aligner. Donc ça c'était réalisable. Et donc effectivement ce que ça a changé, mais le soir même des premiers finishers, de se dire bon pour l'année prochaine, alors la variante qu'on a supprimée pour que ça soit un peu plus facile, elle va y être. Les livres, il faut que ça soit un peu plus dur, il faut qu'ils soient cachés un peu différemment, il faut que le roadbook y ait plus de subtilité. De jouer, en fait, on a énormément finalement de curseurs, un peu comme sur une table de mixage qu'on peut monter ou descendre, que ça soit le dénivelé, que ça soit la distance. Et l'idée, c'est d'avoir des toutes petites touches. C'est vraiment pas de tout bouleverser, pour que du coup chaque édition soit légèrement différente de la précédente. Et c'est ce qui fait aussi plaisir aux concurrents quand ils découvrent la carte, même si certains poussent des cris d'orphée, c'est vraiment de se dire tiens, waouh, ah non, ça a changé, ce parcours-là, ce secteur-là, je le connais bien, j'avais bien travaillé, il y est plus. Ou oh là là, on s'en va là-bas, mais j'ai pas du tout repéré. Et puis le dénivelé me paraît fort, le livre est le book est différent. Enfin voilà, du coup, ces petits moments-là pour nous, c'est des beaux moments de plaisir aussi. Alors d'une part parce que j'ai pas le niveau pour pouvoir le faire, et ça dans ma pratique c'est beaucoup trop long pour moi, et ça me semblait fort, et je pensais qu'on allait avoir des finishers un jour, mais pas aussi rapidement. Enfin que vraiment on ait des concurrents qui s'engagent aussi rapidement, pleinement à 100%. Pendant 1, 2, 3 ans en vivant Terminorum, en mangeant Terminorum, en dormant Terminorum. Je pensais pas que ça puisse arriver aussitôt. Je pensais qu'on allait un peu s'inspirer de ce qui s'était passé aux États-Unis, où il avait fallu attendre une bonne dizaine d'années avant qu'on ait les premiers finishers. Dans l'ensemble, ça arrive assez tôt avec la Chartreuse Terminorum, mais c'est peut-être ce côté aujourd'hui insolite qui a plu à certains, et de se dire en fait c'est parce que c'est inaccessible qu'on a envie d'y aller, quoi, et qu'on a envie de le réussir. Ouais. De s'inspirer de ceux qui ont réussi en venant s'entraîner, en venant habiter sur le territoire, en repérant, en allant discuter, échanger, courir avec ceux qui l'ont déjà fait. Et puis après, apprendre le latin. Je pense que ça, c'est une notion indispensable à toute réussite, pour le triumvirat, et à la fois pour pouvoir lire le Sapinus Terminorum, qui est un des emblèmes, en tout cas cette borne du territoire, et de comprendre le mystère qu'il y a derrière cette phrase énigmatique. Ouais. Vous venez d'écouter Au-delà de la quête. J'espère que cela vous a plu. À bientôt sur les sentiers.